Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Pour ce 51e épisode, Régis Pichonneau, et on retourne à Chanley. Il va nous parler de son parcours d'entrepreneur, son rôle en tant que manager de transition ou interim management. Enfin, je dois avouer qu'en préparant cet entretien avec Régis, on a eu énormément de sujets à partager, donc nous allons essayer d'aborder tout cela. Mais avant tout, commençons par le début. Bonjour Régis, comment vas-tu ? Bonjour Joël, ça va très bien, je te remercie. Merci de m'inviter à ton podcast, je suis ravi d'échanger avec toi. Écoute, c'est génial. On va commencer comme tu connais le format de ce podcast. Régis, c'est à toi. C'est à moi. Donc Régis Pichonneau, j'ai 57 ans. J'ai principalement un parcours d'entrepreneur puisque j'ai eu une société pendant 15 ans. De 95 à 2010. On reviendra certainement sur l'activité de cette société. Et depuis donc une dizaine d'années, je fais différentes casquettes. Et je fais du management de transition, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et puis, je fais aussi pas mal d'accompagnement d'entrepreneurs dans différentes structures. Okay. Voilà. Donc en fait, ton parcours est... Alors tu disais entrepreneur, créateur de société il y a 15 ans. Bon, donc ça veut dire... C'était dans l'IT ou les télécoms. Je pense qu'on avait discuté de ça un peu avant. Hein. Ouais, alors j'ai créé ma société avec un associé, Eric Tessanguet, en 95. En 95, ouais. Donc je suis un entrepreneur d'une vieille génération. D'une autre génération, on va dire. Hein. Et donc du coup, oui, donc c'était une société dans le domaine des télécoms, donc c'était très tech. Et puis c'est surtout aussi un domaine qui a beaucoup évolué pendant toute la durée de vie de ma société qui s'appelait B1. Oui, je me rappelle. Et donc il a fallu s'adapter énormément à l'évolution technologique. Et quand on a revendu cette société avec mon associé, on développait des box pour les opérateurs Internet. Ah, la fameuse box. Ce qui était... Ok, oui, je me rappelle tes débuts avec ce B1, oui, complètement. Oui. Alors c'est sûr qu'en 95, quand on a créé la société avec Eric, Internet n'existait même pas. Ouais. Non, j'exagère un peu, mais c'était les tout débuts d'Internet. Donc, il y a eu énormément d'évolution sur ces 15 années. Voilà, c'est pour ça que je précise que notre activité sur la fin de la société, c'était de développer des box pour les opérateurs. Mais c'était évidemment pas notre activité de début. Oui, c'est vrai que si on fait un peu... Après, notre public est quarantenaire et plus. Bon, il y a aussi du jeune public. Pour faire un petit voyage dans le temps, je pense que mon premier modem, pour pas citer de Free, 56K, ouais, c'est 98-2000. Hein. C'est ça, ouais. C'était fin des années 90, début des années 2000. Et là, maintenant quand on parle de ça, on est des dinosaures. Hein. Carrément. C'est rigolo. Ok, c'est assez marrant, mais ok. Et donc tu t'es lancé avec ton associé, vous avez créé votre société, et je me rappelle, j'aimerais un peu rentrer plus dans. Donc une fois que vous avez vendu votre société, tu t'es reparti sur d'autres activités. On passe un peu sur ton parcours professionnel, un peu pour donner un profil. Voilà, donc on a créé cette société avec Eric en partant de pas grand-chose, comme beaucoup de jeunes entrepreneurs. On a développé, juste pour donner un ordre d'idée, quand on a revendu B1, on était une cinquantaine de salariés, on faisait environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est juste pour donner la taille de notre société. Donc ça s'est gentiment développé. On n'était pas une licorne, mais bon, on a gentiment développé la boîte et on en est très fiers. Et après, de fait, on l'a revendu à un grand groupe anglo-saxon qui lui faisait 2,5 milliards de dollars au moment où on a vendu la boîte. Et du coup, je me suis occupé de l'intégration de ma future ex-boîte dans le groupe qui nous avait racheté. Et puis aussi, malheureusement, pour partie de la désintégration, puisqu'il y avait
il y a aussi des fonctions dont il n'avait pas besoin, bien évidemment, notamment les fonctions support. Ouais, donc ça a été, j'ai fait ça pendant un petit peu plus d'1 an. Ok. Voilà, c'était le job et globalement, ça s'est très bien passé pour tout le monde. Tout le monde. Et ça, ça fait partie aussi un peu de mes fiertés d'entrepreneur, c'est d'avoir réussi la fin de cette magnifique aventure. Ou la transformation. C'est une transformation ou une absorption, parce que c'est quand même aussi l'objectif, enfin, un des possibles objectifs d'un entrepreneur du succès, c'est de la revente ou l'intégration de son idée, quoi, dans un groupe plus grand. Absolument, non absolument. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont cet objectif de revendre leur société. Alors déjà, c'est pas toujours facile d'atteindre cet objectif. Et même quand cet objectif est atteint, ça se fait pas toujours dans des bonnes conditions, ni pour l'entrepreneur, ni pour ses collaborateurs. Il se trouve que, de mon côté, ça s'est bien passé, on peut dire à peu près pour tout le monde. Ouais. Donc ça m'a pris un peu plus d'1 an. Et à l'issue de ça, j'ai eu la chance de pouvoir changer un petit peu de vie. Donc, je me suis installé à la campagne avec ma femme et mon chat. Et ton chat. Ah, c'est vrai. Ouais. Et mon chat, ça, c'était important. Et voilà, donc pour souffler un petit peu. Après ces 15 années quand même denses, passionnantes, hyper enrichissantes, mais denses. Et à l'issue de ça, je me suis dit quand même que ce serait pas mal de reprendre une activité professionnelle et de valoriser cette expérience entrepreneuriale. Qui s'était bien passé. Et quand on avait fait rentrer des fonds d'investissement chez B1, on avait fait une levée de fonds en 2004. Une grosse levée quand même, surtout pour l'époque. Les fonds d'investissement nous avaient demandé de prendre un manager de transition. En disant, c'est super bien ce que vous avez fait les gars, c'est pour ça qu'on va rentrer, mais il y a quand même 2-3 trucs à avoir ou à revoir. Et donc, on a eu pendant 6 mois un directeur des opérations. Finalement, c'était une fonction suffisamment large pour qu'il puisse aller regarder un petit peu tous les sujets de la société. Des sujets très opérationnels, financiers, des sujets un peu plus stratégiques, financiers, exactement. Et moi, franchement, j'ai adoré cette expérience ex-manager de transition, même si évidemment, au départ, avec Eric, on a dit, non, on n'a pas besoin d'une personne de plus. Les fonds nous en diront. Voilà. On se dit, oh là, les fonds viennent de rentrer. Prise de contrôle. Un gars qui va c'est ça. Mais, et puis finalement, on a dit oui. Non pas sous la pression, mais sous la gentille insistance de nos fonds, qui avaient quand même mis 5 millions d'euros dans la boîte, ce qui en 2004 était beaucoup. Et finalement, moi j'ai adoré cette expérience avec cette personne qui s'appelle Daniel Lechanteau. Parce que je me suis dit, c'est top, je vais avoir avec moi quelqu'un qui va faire ce que je ne sais pas faire. Il y a beaucoup de choses évidemment que tu vas apprendre de lui. Que je ne savais pas faire. Je vais apprendre de lui beaucoup. Qui va faire ce que j'ai pas le temps de faire. Et qui va faire aussi, et ça c'est pas le moindre, ce que j'ai pas envie de faire. On est bien d'accord. Ça c'est bien pratique. Voilà. Chacun son expertise. C'est ça. Et je me dis, c'est super, on va avoir quelqu'un qui va vraiment nous aider beaucoup. Et ça a été génial. Donc pendant 6 mois, on a eu Daniel et moi j'ai effectivement beaucoup appris avec lui et beaucoup appris d'une façon générale avec les fonds d'investissement. Donc quand on a fait rentrer ces fonds, on n'avait pas finalement tellement de besoins financiers au niveau de la société. On avait plus besoin d'accompagnement, de regard extérieur. Ouais, parce qu'avec Eric, on tournait un petit peu c'est pas qu'on tournait en rond, mais on n'avait pas de challenge extérieur, de regard. Donc, c'est pour ça qu'on allait chercher des fonds. Est-ce que ça veut dire que vous étiez un peu, je sais pas si c'est un syndrome de l'entrepreneur, c'est-à-dire que tu es dans ton sujet, ton idée, et tu as la tête dans le guidon et on avance dans une direction sans peut-être voir tout autour que l'environnement a changé ou qu'en fait on s'essouffle, non ? Est-ce que c'est ça ? Oui, t'as raison, c'est un petit peu tout ça, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai en tournant un peu en rond, mais c'est pas le bon. Pas forcément la meilleure expression, mais c'est un peu ça quand même, et comme tu dis, on s'essouffle, on voit pas des points du monde extérieur, comme dit, qui changent. Donc, quand même, on avait cette chance quelque part, qui a été compliquée, mais cette chance d'avoir un environnement technologique qui évoluait énormément et qui faisait que dans tous les cas, on était quand même obligé de suivre cette évolution. Donc voilà. Mais
Donc il y avait ça. Et puis la deuxième raison aussi pour laquelle on a levé des fonds, c'est qu'on avait besoin de crédibiliser notre capital parce qu'on travaillait de plus en plus avec des clients grands comptes, qui étaient donc les opérateurs télécoms. Ouais. Et que ces clients grands comptes, ils étaient attirés par la technologie qu'on développait, mais ils pouvaient être aussi un peu inquiets sur la pérennité de la société. Ouais, la crédibilité Donc sur finalement, un truc fait dans un garage et il y a rien derrière, quoi. Voilà, on n'était plus tout à fait dans un garage et à la limite, moi j'aurais bien aimé démarrer dans un garage comme certains. Mais pour autant, ils avaient besoin de s'assurer de la pérennité financière de la société parce qu'ils déployaient des box à grande échelle. Ouais, que tu peux suivre derrière. C'était le boom des box et ils ne pouvaient pas déployer des dizaines, voire des centaines de milliers de box sur une société cofondée par deux personnes avec un capital uniquement individuel, quoi. C'était quoi, donc, si on peut... c'est les raisons pour lesquelles on... un ordre d'idée de vous êtes parti avec quoi comme capital de départ pour, même si c'est dans les années 90 Alors c'était en francs. Donc en francs, au départ on est parti avec Eric sur une SARL. Donc je crois que c'était 50 000 francs minimum parce qu'il y avait un capital minimum pour montrer sa boîte à l'époque. Ouais. Maintenant tu peux faire avec 1 euro, voilà les fonds. C'est ça. Alors, tu peux développer ta boîte avec 1 euro. Nous c'était pas le cas, donc je crois qu'on avait mis 25 000 euros chacun, ça quelque chose comme ça. 25 000 francs pardon chacun. 25 000 francs chacun. Après on est passé en SA. Ouais, là c'est un plus gros capital. Ils sont rentrés. Plus gros capital, levée de fonds. On faisait déjà 14 millions d'euros quand on a levé les fonds. Ah oui. Donc, on avait besoin de structurer différemment la société. Et voilà. Et pour en revenir donc à ce management de transition, ça a été super. Donc, moi, j'avais une très bonne expérience, un très bon souvenir du management de transition en tant que client. Okay. Et du coup, quand je me suis dit, après avoir soufflé dans ma campagne, que je reprendrais bien l'activité. Je n'avais pas envie de reprendre une activité qui allait me réengager sur les 15 prochaines années à 50 heures par semaine. Donc ne pas retourner en tant que salarié, si on peut... Voilà, ne pas retourner en tant que salarié, tu as raison, c'est ça. Et j'avais pas non plus forcément envie de recréer une boîte parce que finalement, pour moi, l'aventure entrepreneuriale était bouclée. Okay. Y a plein de choses que j'aurais pu faire mieux, en tout cas différemment, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai estimé que j'avais vécu l'aventure pleinement. Et j'avais pas de frustration sur ou l'envie aussi de recommencer entre guillemets ce stress, cette aventure. En fait, tu as passé ton expérience, ça s'est bien passé, comme on peut dire vulgairement, tick in the box, ok, j'ai fait ça, mais il n'y avait pas ce besoin de te relancer à zéro, parce qu'on a eu sur d'autres épisodes des entrepreneurs qui ont je sais plus, je pensais à comment il s'appelle, je l'ai oublié son prénom, mais désolé, ça va me revenir. Pardon ? J'ai dit Steve Jobs. Non, dans notre podcast. Non, j'ai pas eu Steve Jobs. Non, mais puis, de toute façon, il est plus là. Non, Gauthier, qui est un peu un profil entrepreneur, mais lui, il avait lancé plusieurs startups. Il est passé d'une chose à une autre. Il a fait des drones. Maintenant, il se lance sur un autre sujet. Ou d'autres personnes qu'on a aussi interviewées par le passé. Ou se dire, voilà, si on peut utiliser un anglicisme, dire des serial entrepreneurs, ce qu'on disait en off, un peu en rigolant. Tu te dis bon non, j'ai pas envie de repartir dans cette ça peut être une aventure très trépignante et intéressante et ça va dans tous les sens et cette liberté, mais pour toi le sujet était fait, tu l'as fait, 15 ans créateur d'entreprise, transformation, vendu à un grand groupe, souffler un peu parce que je pense que c'est aussi normal de se consacrer au sien et puis pour sa santé. Et ton expérience de management de transition en tant que client, tu t'es dit bon, je vais retourner bosser. Et pourquoi ? C'est ça en fait maintenant. Tu t'es retrouvé à te dire début année 2000, ok, je fais quoi ? C'est ça ou... Je fais quoi ? Ouais, c'était un peu. Alors c'était donc ça c'était en 2012-2013. Donc je me trouvais un petit peu jeune quand même pour aller à la pêche ou jeune retraité, tu veux dire. Ouais. Et je me suis dit en plus on acquiert quand même une expérience importante quand on est entrepreneur parce qu'on touche à beaucoup de sujets.
Et voilà, donc effectivement, j'avais pas envie de repartir ni en tant que salarié, ni en tant qu'entrepreneur. Et je me suis dit, le management de transition, ça s'est bien passé quand j'étais client. Je vais voir si je peux être moi-même manager de transition. Ok. Donc j'ai appelé Philippe Soulier, qui est le patron de Valtus, qui est le cabinet de management de transition avec lesquels on avait travaillé chez Biwan, qui depuis qui est depuis devenu le leader européen du management des cabinets de management de transition. Et je dis, voilà, Philippe, je lui raconte un peu mon histoire. Je dis, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois qu'un profil comme le mien pourrait être intéressant? Okay. Et j'ai fait un déj avec lui, et la semaine d'après, j'étais en management de transition. Ah, c'est énorme. C'est assez comme rigolo. Quoi les planètes étaient bien alignées. Ouais, c'est ça. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Hein. Ouais. Personne ne te l'enlève. C'est ça, ouais. C'est dingue. Hein. Ah non, c'est ça. Je pense que j'ai dû déjeuner un mercredi ou un jeudi avec lui, et le lundi ou le mardi, il avait vu un président d'une société à Lannion qui faisait de l'optique de précision et qui cherchait un directeur général. Ouf. Et donc, le lundi suivant, j'ai débarqué avec ma petite mallette. Ok. Et comment on démarre là-dessus? Parce que n'y a pas cette crainte de dire, bon, ça va trop vite. Est-ce que j'ai pas comment on appelle un syndrome d'imposteur? Ou bon, j'imagine que le dimanche, tu as dû dormir bizarrement pour aller lundi. Ou comment ça se passe? C'était un peu bizarre, je t'avouerais, effectivement, mais je me suis pas trop posé de questions. Ok, ça c'est bien. Alors ça, je pense que c'est dans ma nature. Alors ça veut pas dire que c'est toujours une bonne chose de ne pas trop se poser de questions. Peut-être que des fois, il aurait fallu que je me pose plus de questions. Mais là, en l'occurrence, mais ça bloque l'action, on est d'accord. Tu ne serais pas allé parler, je pense. Ouais, c'est ça. C'était, j'ai été direct, quoi, tu vois. Je me suis dit, je vais voir ce que ça donne. J'avais quand même ces 15 ans d'expérience. Moi, j'étais DG de Biwan. Ouais. C'est une fonction que j'aime bien, DG. Parce que c'est une fonction très transverse, donc on a une vision sur tout, sans être spécialiste de rien. Ouais. Je crois que ça va assez bien à mon caractère. Donc j'aime bien un peu toucher à tout, mais je suis pas câblé pour me mettre à fond un sur expert. un sujet. Ouais, un expert dans un sujet et aller jusqu'au moindre détail. Voilà, ça c'est pas mon truc, c'est pas mon caractère, c'est pas ma personnalité. Donc voilà. Par contre, j'aime bien comprendre beaucoup de choses. Donc, je suis pas DAF, mais je comprends la finance. Je suis pas CTO, mais je sais pas les techs. Enfin, donc, c'est vrai que cette fonction de direction générale, qui est un peu le chef d'orchestre opérationnel, on va dire, d'une société, et qui justement être obligé de faire fonctionner tout ça sans jouer lui-même d'un instrument en virtuose, ça me va assez bien. Donc, du coup, je savais quand même sur cette première mission. Pardon. Oui, je trouve que c'est une belle image. C'est bien, on va la garder, celle-là. Et donc, ça m'allait bien. Et donc, j'avais quand même ces 15 ans d'expérience de direction générale dans ma société. Et donc, quand je suis arrivé sur ma première mission de management de transition à Lannion, et j'ai débarqué le lundi matin avec ma petite mallette, je connaissais pas grand-chose de la société dans laquelle j'intervenais. C'était ma première mission. J'avais juste fait une visio avec le président. Et voilà. Et c'est vrai qu'encore une fois, je me suis pas posé beaucoup de questions. Et là, en l'occurrence, sur cet exemple-là, c'était une bonne chose. Ouais. Et voilà, j'y suis resté 6 mois. Ça s'est très bien passé parce que le président de cette société souhaitait mettre en place un directeur général, mais il savait pas exactement comment ça pouvait fonctionner avec lui. La gouvernance avec ses équipes, etc. Donc, avant d'embaucher un DG, il avait envie de faire un peu ce galop d'essai avec un essai de transition. Et c'est ce qui s'est passé. Et il a fini par embaucher un DG, et son groupe a continué à sa croissance. Et maintenant, c'est vraiment une très belle boîte. Et moi, je ne connaissais rien en plus de l'optique de précision. Alors peut-être que c'est bon. En fait, on approche. Je pense que j'aimerais bien un peu faire un résumé là-dessus, en fait, dans le sens. On va dire avec les technologies, tu aurais analysé, tu serais allé avec un plan pour vendre le plan de voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. En avance de phase, c'est peut-être l'approche que tu as faite était la meilleure dans le sens où, moi je l'ai appliqué des fois, c'est-à-dire tu arrives dans un endroit, tu connais à peu près le produit, enfin c'est général, mais tu es dans une phase d'observation d'abord, où tu regardes le Aziz, comment ça fonctionne, tu interagis tu écoutes tous les gens, les différents domaines techniques, la logistique, enfin les fonctions transverses, pour savoir les tenants et aboutissants de la société à l'instant T. Et après, tu as développé un peu pour le côté humain, ou peut-être savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place, faire des suggestions. C'est un peu du consulting de haut niveau pour transformer une société, non ? C'est ça. Donc, je pense que le premier atout, c'est d'être très à l'écoute de l'équipe.
de n'arriver avec aucun préjugé et surtout pas dans l'esprit de se dire moi j'ai fait donc je vais leur apprendre. Ouais. Ça c'est vraiment pas d'arrogance, qu'il faut éviter. Pas d'arrogance, on arrive dans un contexte, même si c'est des contextes qui parfois peuvent être tendus en management de transition. C'est sûr. Et voilà, faut arriver hyper humble et hyper ouvert. Et ça, je pense que j'ai une capacité d'écoute et de création de liens de confiance avec les gens qui me permettent de pouvoir rapidement rentrer dans le sujet. Et c'est vrai qu'il y a une phase un peu qu'on pourrait comparer à du consulting, c'est-à-dire qu'on rentre dans la boîte et il y a forcément un audit à faire pour bien comprendre. Sauf qu'à la différence du consultant, et je n'ai rien contre les consultants, c'est qu'après, nous, on est opérationnel. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est pas de rendre un PowerPoint de 453 slides en disant, les gars... faut faire ça. Oui. Voilà. Tu le mets en place. Voilà. Après, donc, du coup, c'est quand même des flash audits qu'on fait. On ne passe pas non plus sur des petites structures. En général, ça me prend entre 1 ou 2 semaines pour essayer d'avoir compris l'ensemble des sujets. Le marché, la techno, le produit, l'équipe, l'organisation, enfin tout ça, voilà. Et après, on fait une feuille de route et on exécute cette feuille de route. C'est ça qui est sympa. Ça, c'est pas mal. C'est très opérationnel. Okay. Donc voilà, donc ça c'est le management de transition. Donc, et ce qui est vraiment super dans ce métier, c'est que finalement, je suis intervenu j'ai fait 7 missions, je crois, dans des domaines extrêmement variés. Donc là, c'était de l'optique de précision. Après, j'ai fait de la location meublée temporaire à Paris. Après, j'ai fait de la radio à Toulouse. Et j'ai fait de la crème solaire bio à Biarritz. Non, mais parce que ça te correspond à ton caractère, peut-être aussi. Un peu comme Monsieur Joe, éclectique, de voir des choses différentes parce que tu as besoin, t'es pas attaché à dire, voilà, je suis un expert, j'en sais rien, en techno de télécom et je ferai que du télécom. En fait, tu es parti sur complètement d'autres sujets parce que t'avais envie à ce moment-là de voir autre chose, quoi. Oui, puis alors ça, c'est à ce moment-là, j'avais envie effectivement de voir autre chose et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'aime bien regarder des sujets à droite à gauche. Ça permet de découvrir plein d'environnements, plein de gens nouveaux, plein de choses comme ça. Et du coup, là, ça fait, j'ai 10 ans de management de transition derrière moi, sur des missions qui ont duré 2-3 mois pour la plus courte, à 2 ans quand même pour la plus longue. Et souvent à des postes de direction générale de sociétés de la taille que je connais, c'est-à-dire c'est des boîtes jusqu'à 50-60 personnes. Ça me va bien. Après, moi, j'ai aucune légitimité, par exemple, pour intervenir dans les grands groupes. Et ça m'intéresse pas. Non, et peut-être que ça fonctionne différemment. C'est une autre fonctionnement. Bien sûr, ça fonctionne différemment. Ouais. Et puis, ok, très bien. Parce que souvent, le management de transition est, comme c'est assez coûteux aussi pour les structures de se payer un manager de transition. C'est vrai qu'on voit plus du management de transition dans des grands groupes, beaucoup sur des fonctions support que sont le DAF, DRH, DSI. Je crois que c'est les 3 premières fonctions qu'on a en management de transition, pas forcément dans cet ordre-là, mais voilà. Et encore une fois, plutôt sur des grosses PME, ETI, voire grands groupes. Puis il y a assez peu de management de transition sur des TPE ou des startups. Ok, parce qu'en plus, en fait, moi, avant qu'on enregistre, quand j'entends management de transition ou interim management en anglicisme, je le vois, c'est peut-être négatif, mais je le vois lorsque des grands groupes d'émergent un acquis des MA où le rôle du manager de transition, il est là pour 2 ans. Je l'ai vu dans certains groupes aéronautiques. Ils sont là pour 2 ans pour, on va dire, comment dire ça de manière correcte, dans le sens, il y a des activités qui ne sont plus dans le corps, dans le cœur du métier. Donc restructurer la société, se séparer de certaines parties, ce qui est rentable, ce qui n'est pas rentable, ce qui fait pas partie, par exemple des groupes comme Philips, qui se réorientent sur certaines activités qui ne sont plus dans leur domaine. Donc c'est cette image-là que je pense, et j'imagine que mes auditeurs ont la même, c'est-à-dire quand on voit un manager d'intérim, ça va être dans les grands groupes. Alors que des petites sociétés ont ce besoin aussi, des fois, de se dire, voilà, ils arrivent à une taille critique, ou besoin, le créateur de la société, arrivé à un certain âge, a besoin de peut-être mettre en place un directeur, et le management de transition est peut-être la personne idéale pour tester et mettre avec un œil neutre quelqu'un qui va être aux commandes de la société. Donc c'est un peu ce que tu as fait sur différents rôles.
grâce à ton Oui, bagage alors du passé, non? Non? ouais, alors c'est ça. Non. Alors déjà, tu as raison sur la perception qu'ont les gens du management de transition. C'est pas forcément un job Très aimé. très, Bien vu. très aimé Ouais. parce que souvent les managers de transition interviennent dans des contextes tendus, Mhm. donc forcément sur des sujets de restructuration, comme tu l'as dit. Ça, Mhm. c'est le premier point. Après, sur les petites boîtes, c'est un petit peu différent. Alors, il y a le besoin, mais elles n'ont pas forcément les moyens Ouais. de s'offrir ce management de transition. C'est pour ça que des missions de management de transition dans des petites structures, il y en a pas tant que ça. Ok. Après, là, sur cet exemple du premier, c'était effectivement le président qui cherchait à avoir un directeur général. Mhm. Après, dans les autres missions, c'était pas du tout ce même contexte. Et c'est vrai qu'on intervient quand même souvent dans des contextes un peu tendus, Mhm. soit de difficultés de business, soit de réorganisation des équipes, soit de problématiques au niveau de la direction avec les actionnaires ou des choses comme ça. Mhm. Donc, mais moi, j'ai pas, quand je viens pas pour virer les gens. Hein. Mais c'est vrai que Oui. bon, ça peut arriver. Ça peut arriver, oui, bien Séparer sûr. quelqu'un, Il faut se évidemment. séparer des fois de certains. Ouais. Il faut trouver quelqu'un qui soit Oui, externe pour pouvoir régler ce genre de problématiques de manière voilà, neutre, si on peut c'est dire. plus facile. Ouais, c'est plus facile. Exactement, Ouais. exactement. Voilà, c'est plus facile. Et là-dessus, alors moi, que ce soit d'ailleurs en management de transition, quand j'étais dans ma boîte, etc., j'ai une ligne de conduite. Pour moi, c'est l'intérêt général qui prime. C'est le bien commun. Bien sûr. Donc, ça, je pense que c'est important parce que beaucoup d'entrepreneurs ont du mal parfois à couper les liens avec certains collaborateurs, ce qui est normal. Ouais. On met beaucoup d'humain et beaucoup d'affect. Et moi, je pense que j'ai Beaucoup un côté d'émotionnel. très humain Mhm. et beaucoup d'émotionnel. Hein. Ouais. Mais à un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités. Et ses responsabilités, pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est de préserver l'intérêt général de la société. Ouais. Et si l'intérêt général de la société doit être préservé par une réorganisation ou par le départ de certains collaborateurs, eh ben, faut le faire. C'était la petite parenthèse là-dessus, mais encore une fois, c'est pas pour ça que je vais en management de transition. Non, Donc cette expérience de manager de transition, Mhm. elle est super, et encore une fois, ça m'a permis d'intervenir dans beaucoup de domaines. Mhm. Et c'est génial, à chaque fois je découvre plein de choses, j'apprends plein de choses, et c'est top. Et juste pour finir peut-être sur ce sujet, Oui. si ça continue à intéresser nos auditeurs. Non, je pense que. Excuse-moi, Régis, je pense que c'est super intéressant parce qu'en fait, l'idée, moi je pensais aborder la partie entrepreneur, mais je pense que tu présentes un type de métier qui est peut-être inconnu pour nos auditeurs, même moi le premier. Et c'est bien il y a ce genre de rôle pour des personnes qui sont un peu touche à tout, des gens qui ont besoin de repartir, qui ont fait des expériences sur différents sujets. Comme tu le disais, bon, je appellerais ça des surfeurs, bon, je le suis un peu aussi. C'est-à-dire qu'on a abordé plein de sujets différents, mais on n'est pas un expert allé au fond de la thématique, mais on comprend les données d'entrée, une analyse générale et fonctionnelle des éléments pour pouvoir mettre en place, aider des sociétés à se transformer avec un œil différent, quoi. Mais donc tu voulais finir sur le sujet, excuse-moi, je t'ai interrompu. Oui, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que alors, dans le management de transition, pour nos auditeurs, ça peut les intéresser en tant que manager, bien évidemment, mais ça peut peut-être aussi, eux, les intéresser si des fois, ils sont dans des contextes un peu compliqués, qui ne savent pas trop comment débloquer les situations, des choses comme ça, ils peuvent aussi faire appel à des managers de transition. Après, ça, c'est le management, quand tu disais d'avoir une vision globale, c'est parce que moi j'ai cette fonction-là globale, mais quand je parlais des managers de transition sur des fonctions plus support, DSI, DRH, etc., là c'est vraiment des gens pour le coup qui sont très spécialisés sur leurs fonctions et qui ont des expériences souvent dans des grands groupes sur ces fonctions-là. Okay. Et juste pour terminer, donc sur le management de transition, enfin dans mon expérience de manager de transition, hein, si tu interviewé un autre manager de transition, il y aurait certainement un autre prisme, mais qu'on invite à venir s'il veut. Qu'on invite à venir. Je pourrais t'en volontiers quelques-uns conseillers dans le sens où c'est des gens qui volontiers super. Okay. Mais qui ont fait des missions tout à fait différentes des miennes. Et du coup, moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est que et c'est là où ça fait un lien avec mon métier d'accompagnateur de start-upper, c'est que finalement, le cœur de métier, il est souvent très bien adressé parce que c'est pour ça que tu as créé ta boîte. C'est parce que tu as une compétence commerciale, tu as une compétence technique, tu as une vision marché, tu as des choses comme ça. Donc là, tu as créé ta boîte et tu es dans ta zone de confort, tu sais très bien faire. Par contre, ce qui souvent est moins bien adressé par les entrepreneurs, c'est toutes les fonctions support.
Ouais. Notamment les fonctions, les fonctions financières, les ressources humaines, l'organisation de la boîte, le management, etc. Et finalement, c'est aussi pour ça que moi, j'ai aucun problème à intervenir aussi bien dans une boîte qui fait de la crème solaire bio que dans une boîte qui fait de la radio de précision, parce que moi, je ne vais pas m'intéresser au cœur de métier, parce que celui-là, encore une fois, il est souvent bien maîtrisé. Je vais plutôt m'intéresser à tout ce qui est autour de ce cœur de métier et toute l'organisation qui va faire que cette techno, ce marché, etc., va pouvoir se déployer correctement. Okay. Et c'est aussi pour ça que et j'ai constaté finalement il y a les mêmes travers à peu près dans toutes les boîtes, indépendamment du secteur d'activité. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que finalement, du jour au lendemain, moi, je peux aller dans n'importe quel domaine. C'est quand même pas mal. Quand je dis ça, mais ouais, non, mais c'est. Oui, parce que voilà, l'organisation de la boîte, il faut une organisation qui va pas être la même à chaque fois, mais il faut quand même la façon dont cette organisation va être mise en place. Il faut s'en occuper. Il y a beaucoup de points communs. Voilà, il y a beaucoup de points communs. Okay. Et là, ça fait, pour moi, cette expérience de manager de transition fait directement le lien avec l'accompagnement que je fais des jeunes entrepreneurs. Ah, c'est très bien, tu me fais la transition en plus, moi j'ai plus rien à dire, c'est génial. Donc, et c'est là où on vient au troisième sujet. Non mais c'est très bien, ta thématique, et c'est là aussi, pour nos auditeurs qui nous suivent, et j'espère qu'ils nous suivent encore, la partie entrepreneur et accompagnement d'entrepreneurs et de start-up. Alors Régis, dis-nous en plus là-dessus, donc ça c'est, tu fais ça à côté de ton activité professionnelle, ou c'est un peu ton activité, comment dire, ta transition à toi? Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Ouais, alors je fais un peu les deux. C'est-à-dire que quand j'ai des missions de management de transition qui se présentent et qui sont intéressantes, je prends. Et puis, quand j'ai pas de mission, je fais de l'accompagnement d'entrepreneurs. Des fois, je peux mixer les deux. J'aime bien, sur mes missions, être à temps partiel pour garder un espace de liberté. Ouais, le projet perso à côté. De pouvoir m'octroyer et de continuer quand même à suivre toujours les entrepreneurs. Et ça, je trouve ça génial. Okay. Parce que ça me permet de mettre à profit quand même cette expérience que j'ai, un avantage à vieillir auprès de gens qui, eux, m'apportent une énergie de dingue, avec beaucoup d'idées et beaucoup de passion. Et je trouve que c'est un échange qui est très riche. Donc, je continue à me nourrir de ça et je continue, même quand je suis en mission, à essayer de me libérer du temps pour pouvoir être toujours en contact avec ces entrepreneurs. Et ça, je fais ça à travers différentes structures. La première, c'est 50 Partners, qui est un fonds d'accompagnement qui a été créé il y a une dizaine d'années. J'ai été un des partenaires de la première heure. Je connais très bien Jérôme Mazurel, qui est le fondateur et le patron de cette structure d'accompagnement 50 Partners. Donc, on a plusieurs fonds. Et du coup, il doit y avoir en tout tous les fonds, il doit y avoir à peu près 70 startups. Qui sont accompagnés, et donc il y en a pas mal que j'ai suivi de façon plus ou moins régulière. Donc ça c'était super. Et puis aussi je fais cet accompagnement, j'ai fait une mission de senior advisor. Alors, j'aime bien le côté advisor, moins le côté senior. Dans le titre, je veux dire. Ouais, ok. Oui, bien sûr, je me dis. Ça donne une certaine crédibilité, et puis respectabilité. C'est ça? Ok. C'est vrai. C'est ça. Finalement, c'est très bien, Senior Advisor. Pour un fonds d'investissement qui s'appelle Impact Partner. Okay. Impact Partner, c'est un fonds d'investissement qui a un impact social, qui mesure l'impact. Alors, il y a beaucoup de fonds aujourd'hui qui mesurent l'impact de leur participation, sauf que Impact Partner lui mesure l'impact non pas de l'activité de ses participations, mais des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises. Et du coup, ils ont beaucoup de créateurs d'entreprises qui viennent de ce qu'on appelle joliment les QPV, qui sont les quartiers prioritaires de la ville. Donc, qui sont des entrepreneurs avec des parcours différents de ceux qu'on peut trouver dans l'écosystème, dans l'écosystème de la Startup Nation, qui est la France. Et voilà, donc c'est moins académique. Du coup, ça m'a permis de rencontrer d'autres profils d'entrepreneurs, et j'ai beaucoup aimé aussi cette expérience que j'ai eue avec ces entrepreneurs-là. Ce qui m'a permis aussi d'ouvrir mon accompagnement à ces entrepreneurs des QPV. Et aujourd'hui, j'interviens aussi dans un programme qui s'appelle Entrepreneurs dans la ville, par exemple, qui est porté par une association qui s'appelle Sport dans la ville,
qui est une grosse association de réinsertion. Ça fait beaucoup de références à mettre dans le blog, Régis. Il va falloir que tu me donnes tout ça après. Mais non, c'est très bien. C'est très bien. Ça nous ouvre une optique. Ah oui, oui, complètement. Excuse-moi. Donc, l'association. Oui, donc Impact Partner, j'ai fait cette mission. Impact Partner, j'ai fait cette mission de Senior Advisor. Donc c'est ce qui un peu m'a ouvert ma vue sur des entrepreneurs, encore une fois, de parcours assez différents de ceux que j'avais l'habitude de fréquenter. Et ce qui m'a permis aussi d'aller dans d'autres structures comme celle d'entrepreneurs dans la ville, qui fait qui s'adresse aussi aux entrepreneurs des quartiers prioritaires de la ville. J'interviens dans un autre programme qui est financé par l'ambassade des États-Unis aussi. Ah ouais. aussi plus paraître, ouais. Qui s'appelle Start US Up, qui est porté par une structure qui s'appelle Boxer Inside, créée par Sarah Oramou, qui est une championne olympique de boxe, vice-championne olympique de boxe et championne du monde, qui fait énormément pour les quartiers, etc. Donc tout ça, c'est assez génial. Et c'est ma deuxième activité, c'est l'accompagnement de ces entrepreneurs, aussi bien à travers 50 Partners, où là on a des entrepreneurs entre guillemets au parcours classique, grande école, bonne éducation, etc. Et c'est super. Et des entrepreneurs avec des parcours un peu différents. Malheureusement, je trouve de mon côté un peu oubliés de l'écosystème startup, et qui ont aussi une très belle énergie et beaucoup de bonnes idées. Exactement, et je trouve ça quand même génial parce qu'on n'en parle pas. C'est vrai qu'on voit toujours, quand on le voit d'une perspective assez loin, comme on peut l'avoir, les startups, ça va être toujours des gens qui ont, comme tu le disais, un parcours très académique, qui ont derrière, qui ont le bon réseau parce ils tournent dans certaines sphères. Et c'est vrai qu'on oublie que les bonnes idées, elles sont aussi dans des quartiers ou par des gens qui n'ont pas nécessairement ce parcours académique, mais qui viennent avec des super idées, mais qui n'ont pas la scène, si je peux appeler ça la scène, où exprimer cela, ou aller vendre cette idée-là, ou être accompagné. Donc je trouve ça, il y a le côté social d'accompagnement dans les startups, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça, assez appréciable. Donc je trouve bien de pouvoir présenter ça aussi, que tu viennes nous présenter ça, Régis, parce que c'est quelque chose que, tu vois, moi-même, on n'y pense pas, et puis on le voit pas, quoi. Ça donne une certaine visibilité. Non, mais ouais, t'as parfaitement résumé la chose. C'est vrai que c'est des gens qui restent un peu sous le radar. Hors de l'écran radar. Ouais. Encore une fois, de l'écosystème startup et de toutes les. Parce qu'on a quand même en France un écosystème auprès des startups et des entrepreneurs qui est extraordinaire. Il y a beaucoup de structures d'accompagnement, qu'on appelle ça des incubateurs, des accélérateurs. Il y a des pépinières dans tous les sens. Il y a énormément d'aides publiques. Il y a la French BPI, Tech, bien évidemment, mais il n'y a pas que. Il y a la French Tech, il y a le Next 40. Il y a énormément de choses. Il y a beaucoup d'argent qui circule autour de cet écosystème de startup. Mais il est capté toujours par les mêmes. Mais exactement. Et ouais, c'est ça. Je ne sais pas quoi dire d'autre que effectivement il est capté toujours par les mêmes. Non, en fait, ça me fait penser que je me l'étais noté et on avait fait la remarque, on en discutait en off, et tu vois, on a poussé cette réflexion. La thématique qu'on parlait dans les années 80-90 en France de la fracture sociale dans l'éducation, dans l'accès à certains, comment dire, à couvrir certains besoins, hein. On le retrouve aussi dans ce domaine un peu plus tech ou un peu plus entrepreneuriat, dans le même sens où il y a cette fracture sociale, hein, comme l'accès au haut débit ou autre, ou ça c'est la fracture technologique, mais aussi comment répartir ces investissements dans des zones prioritaires ou couvrir peut-être des gens qui arrivent avec des super idées mais qui malheureusement ne sont pas identifiés ou ne sont pas visibles puisqu'ils sont un peu pas mis à l'écart parce que c'est un peu exagéré, mais n'ont pas accès à ces possibilités. Ok. Régis, exactement, ouais. on arrive. Alors, je pense que c'est une thématique. Alors, on a eu beaucoup de thématiques déjà. Je t'en remercie. Ton parcours d'entrepreneur, on voit le cheminement logique, hein, comme beaucoup de parcours, ce qu'on fait dans le passé, créateur d'entreprise. J'ai envie de résumer un petit peu créateur d'entreprise, enfin d'une start-up, revente à un grand groupe, l'intégration, donc ça t'a permis d'aborder la partie interim management, mais en tant que client, le besoin de souffler, hein, comme des fois il y a certaines phases, on a certaines phases, périodes de vie, et ce besoin à nouveau de repartir. Je pense que, je ne sais pas si on peut dire c'est du culot, mais c'était poser des questions.
de se dire ouais, je vais aller faire du management de transition parce que tu avais baigné là-dedans en tant que client et tu te retrouves de l'autre côté à faire cette activité. Donc je trouve ça super intéressant de venir présenter ça parce que tu vois, je connais pas trop ton parcours professionnel. Et en parallèle de tes missions d'accompagnement, en fait, pardon, de transition, d'accompagnement de transition dans les sociétés, l'accompagnement des startups dans des zones prioritaires. Alors, pas que dans des zones Pas, prioritaires, mais là, oui, moi, j'aurais beaucoup à dire sur cette activité aussi d'accompagnement des startups. ok. Oui, mais pas effectivement Pas pas que, que dans pardon. des zones prioritaires, mais non, pas que. Parce que je trouve que moi, j'aime bien quand même cette mixité et Mhm. mélanger. Tu vois, il faut aller chercher le meilleur Dans tous les mondes. Ouais. chacun, etc., dans tous les mondes. Mhm. Il faut aussi arriver à mixer ces mondes pour que justement cette fracture, par exemple, parler de fracture, y compris sur ce sujet-là, soit la plus réduite possible. Et voilà, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, qui vont dans le bon sens. Il ne faut pas effectivement tomber dans les clichés, il faut pas être compassionnel, il faut apporter, etc. Et ça, c'est bon. Et ça pourrait presque faire l'objet d'un second. Ah, volontiers. Ben écoute, je te sens passionné et intéressé pour. Alors, va falloir travailler le prochain épisode. Pour nos auditeurs, réagissez et venez. Je mettrai à la fin de l'épisode un questionnaire pour avoir un peu votre retour là-dessus. De toute façon, je le verrai par rapport à l'écoute. Parce que ça nous fait un épisode assez long. Mais c'est passionnant. Comme chaque épisode, hein, je veux pas faire je veux pas faire de discrimination au sein de nos invités, puisque c'est aussi un peu comme ton parcours très éclectique. J'aimerais peut-être une petite conclusion de ta part. Enfin, il y a d'autres thématiques à ajouter. Je pense qu'on répond à cette question à suivre dans un prochain épisode. Hein. Ça fait un peu comme un teaser pour le prochain épisode avec Régis qui vient de nous parler en détail. On n'a pas trop parlé de l'accompagnement on a parlé de cette activité de management de transition, mais pas trop de l'accompagnement de start-up. Et là, il y a aussi plein de choses très intéressantes. Eh ben, tu sais ce qu'il te reste à faire, Régis. À discuter, à présenter. Voilà. On va préparer le sujet. Tu vas préparer le sujet pour le prochain épisode. Pas juste derrière, parce que peut-être que les gens... mais on mettra ça. Ils vont se lasser. Non, ils vont. Ah bah après ils peuvent zapper, hein, ils peuvent avancer. Hein. C'est aussi le but du podcast, hein, de couper, de revenir en arrière. Enfin, c'est ce que je fais moi aussi. J'en écoute énormément et j'invite les gens à écouter. Je pense que c'est aussi une manière d'apprendre de manière un peu plus, enfin ludique, en déplacement, dans la voiture, dans les transports en commun. Moi, j'en écoute en faisant du sport. Bon, après des fois le niveau de concentration on perd un peu. J'espère qu'on n'a pas perdu nos auditeurs là-dessus. Hein. Régis, je te remercie pour cette présentation de ce genre de rôle. J'en suis convaincu, on ira faire un nouvel épisode sur l'accompagnement d'entrepreneurs parce que je pense que ça aussi, c'est un gros sujet. Je sais très bien qu'on n'aurait pas pu tout couvrir en une trentaine de minutes. Hein, on y est au-dessus déjà. Régis, pour nos auditeurs qui seraient arrivés jusqu'à la fin de cet épisode, je dois t'avouer que j'ai écouté un épisode, un autre podcast, où quand j'ai vu au début du démarrage l'interview des entrepreneurs ou des gens qui ont des parcours qui ont complètement changé du tout au tout, l'épisode c'était 3 heures. Et là je me suis dit quand même, je vais pas écouter 3 heures. C'est long, hein, mais ils s'en fichent. Le public qui a envie d'écouter, ils vont aller jusqu'au bout parce qu'il est intéressant, il y a beaucoup de thématiques abordées. Régis, enfin, revenons à notre sujet, pour nos auditeurs et nos auditrices, un petit rappel peut-être de tes coordonnées, comment on peut te contacter Alors, c'est très simple, le mieux c'est de m'envoyer un pigeon voyageur, comme tu l'as dit. Et si vous n'avez pas de pigeon voyageur, donc moi je m'appelle Régis Pichonneau, Pichonneau. J'ai un profil LinkedIn comme beaucoup, oui. Et j'ai aussi une adresse email qui est rpichonneau@gmail.com. Okay. Voilà, rpichonneau@gmail.com. Ok, on mettra tout ça. Ok, donc c'est le meilleur moyen, comme beaucoup. Moi aussi, je suis un gros utilisateur de LinkedIn. C'est vrai que c'est par là qu'on découvre des profils. Donc le mieux pour te contacter, c'est par ce channel. Je t'en remercie, Régis. Note est prise pour un prochain épisode. Il me reste plus qu'à te dire, écoute Régis, merci beaucoup pour ta bonne humeur, pour ton partage. Je pense que c'est très appréciable. Donc je te dis merci beaucoup et à bientôt. Ciao. À bientôt, merci. Merci à toi aussi, Joël, de m'avoir fait confiance et de m'avoir interviewé sur ce podcast. C'est super. Et donc, effectivement, à très bientôt, j'espère. Très bien. Ciao. Ciao.
Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 51e épisode avec Régis Pichonneau vous a plu. Sa présentation en tant qu'entrepreneur et enfin son rôle d'accompagnateur. Bien sûr, on a parlé longuement sur cette première partie sur l'interim management, donc le manager de transition, activité qu'il a vécue et qu'il a aussi utilisée. Je pense, comme vous l'avez entendu à la fin de l'épisode, nous reviendrons dans un prochain épisode avec Régis pour aborder plus en détail son activité associée qui est l'accompagnement d'entrepreneurs, que ce soit en zone prioritaire de développement, donc dans les quartiers, ou d'entrepreneurs d'autres, tout type d'entrepreneurs. Donc je me réjouis déjà d'avance de pouvoir écouter Régis ou participer sur un deuxième épisode pour aborder ce sujet-là. Voilà. Mes chers auditeurs, je vous invite aussi à nous commenter, à nous écrire si ce genre de thématique vous plaît. Qu'est-ce que vous attendez d'autre ? Si vous avez des profils similaires ou associés à des activités d'entrepreneurs, ou si vous-même vous êtes entrepreneur, je serai ravi de vous interviewer, d'échanger avec vous. N'hésitez pas, contactez-moi par LinkedIn, Joël Lelanne, alias Monsieur Joe. Écrivez-moi, ou aussi sur Instagram, sur Facebook si vous le souhaitez aussi. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et surtout, restez curieux.